sont présents ici. Et chers confrères, votre présence aujourd'hui encore témoigne de l'intérêt porté à la vie politique de notre pays et au respect des libertés fondamentales. Cette conférence de presse est animée par deux éminentes personnalités du parti, à savoir le président du Conseil stratégique et politique, le ministre Justin Katina Koné, et le président exécutif du parti, le professeur Sébastien Danon Djedje. La conférence de ce jour porte principalement sur les procédures judiciaires visant certains hauts cadres du parti et en particulier nos deux vice-présidents, le ministre Moïse Idakwasi et le camarade Koné Boubacar, l'excellence, l'ambassadeur Koné Boubacar. Il s'agit pour notre parti de faire toute la lumière sur ces affaires, d'alerter l'opinion nationale et internationale sur les atteintes répétées aux libertés publiques en Côte d'Ivoire et d'affirmer notre attachement à la justice, à la démocratie, à l'état des droits. Sans plus tarder, je vais donner la parole à nos conférenciers en laissant la parole pour le pôle liminaire au président exécutif, le professeur Sébastien Danon Djedje. Professeur. Merci. J'espère cette fois-ci que la voix et le micro sont bien réglés. Parce qu'on me reproche souvent de ne pas trop m'attendre sur les réseaux sociaux. Donc je demande à nos journalistes directs de s'atteler à cela. Merci beaucoup. Ceci dit, encore une fois, merci d'être venu à cette conférence de presse spéciale. Ça fait 2 dimanches de suite qu'on vous appelle, des jours de fête, des jours de Dieu, où chacun d'entre nous est en train de prier Dieu, et on vous réveille de votre repos pour venir nous écouter. Le fait d'être présent déjà, ça veut dire que vous avez beaucoup d'égards pour nous. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre présence. Je voudrais remercier le ministre Koné Katina, président du CSP, avec qui nous allons co-diriger cette conférence. Je voudrais remercier les membres de la haute direction du parti, professeur Dédi Tseri, préfet Ndabian, ministre Diaby Douayoua, ministre Oulaye Hubert Arthur, ministre Assoua Adou, les camarades du secrétaire général Namisata Fofana, Kike Joël, Kouté Patrice, Kame Kame, et tous les contrôles, Ousmane Sissavané, et son alter ego qui nous permet toujours d'avoir de bonnes conditions de travail. Je vais parler du jeune Kra qui nous met toujours les trucs à disposition. Vous les journalistes, certainement merci d'être venus. Je l'ai dit tantôt que chacun d'entre vous aurait souhaité être à la plage ou bien venir de la plage, mais vous avez tenu à être là. Je vous remercie très sincèrement. Parce que c'est vous qui allez véhiculer notre message par la suite. Avant de commencer mon exposé sur la question elle-même, je voudrais avec votre permission saluer et remercier vivement les militants du PPACI et du PDCI-RDA, les militants des autres partis politiques, les membres de la société civile, les Ivoiriens épris de paix et de justice, tous les démocrates dans leur ensemble. Je veux les remercier très sincèrement pour leur mobilisation exemplaire et mobilisation disciplinée qui nous a gratifié d'une marche gigantesque, une marche extraordinaire
le 9 août dernier à Yopougon. Bravo et bonne continuation aux Ivoiriens, parce qu'on n'a pas encore fini. Chers amis, à l'approche de la date fatidique de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, et plus particulièrement depuis l'annonce de la candidature anticonstitutionnelle du président Ouattara, une fébrilité soudaine est en train de s'emparer du pouvoir au point d'engager une opération d'intimidation et de répression avec l'intensification d'un harcèlement judiciaire et politique des militants du PPACI. Alors que 6 de nos camarades, brutalement et illégalement enlevés par les hommes accagoulés les 2 et 3 août 2025 à Yopougon, sont encore introuvables et que 6 autres ont été soumis à des interrogatoires pendant 18 heures avant d'être relâchés, aujourd'hui encore, pendant que nous préparions la marche de Yopougon, ce sont 3 autres camarades qui sont convoqués à la préfecture de police le vendredi 8 août 2025. Ce sont le ministre d'État Lida Kwasi Moïse, l'ambassadeur Kone Boubacar et le colonel Keke Joël, colonel des douanes. Si le colonel Keke a été libéré le samedi 9 vers 10 h, au moment où la manifestation de Yopougon se tenait, les deux autres, je dis bien, c'est-à-dire Lida Kwasi et Kone Boubacar, sont encore en garde à vue, jusqu'à cette heure précise. Ces derniers cités sont des hautes personnalités qui ont servi l'État de Côte d'Ivoire et qui méritent un minimum d'égard. Ce sont 2 membres des instances de notre parti, le ministre Lida Kwasi Moïse et l'ambassadeur Kone Boubacar, comme je l'ai dit tantôt, sont placés en garde à vue dans des conditions dont la légalité et la conformité aux garanties constitutionnelles suscitent une profonde inquiétude. Ces pratiques constituent une atteinte grave aux principes fondamentaux inscrits dans notre loi fondamentale et ils bafouent les droits protégés par nos lois nationales et nos engagements internationaux. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire tient à manifester avec la plus grande fermeté sa solidarité indéfectible à l'égard de ces 2 personnalités dont la contribution au renforcement de la démocratie et à la sauvegarde de l'État de droit est largement reconnue. Le PPACI exige la libération immédiate du ministre d'État Lida Kwasi Moïse, de l'ambassadeur Kone Boubacar et de tous les prisonniers d'opinion de tous bords. Ici, je voulais vous préciser que nous avons dans les geôles de l'État de Côte d'Ivoire près de 100 prisonniers détenus depuis très longtemps, qui sont des prisonniers politiques. Alors la question que je me pose ici, vu tout ce qui se déroule autour de nous, pourquoi cette propension à l'humiliation, à l'intimidation, à la répression et à la persécution? Pourquoi? Pourquoi tous ces agissements? Est-ce pour étouffer toutes les contestations en relation avec le 4e mandat anticonstitutionnel du président Ouattara? Est-ce un moyen pour museler le PPACI afin de braquer l'élection présidentielle d'octobre 2025? Est-ce cela l'engagement pris par le chef de l'État
pour l'organisation des élections transparentes et paisibles et son propre engagement. La transparence de l'élection présidentielle et la paix sont-elles à ce prix? Ces pratiques sont inquiétantes, d'autant plus que des informations de plus en plus récurrentes font état de la mise sous cloche de tous ceux qui osent porter des voix discordantes à celles du pouvoir. Je suis à mesure de vous dire, parce que c'est récurrent, qu'une liste de personnes ciblées, des personnes bien entendu de l'opposition, est en train de circuler. Ce sont des rumeurs de plus en plus persistantes. Je dirais même ici, à qui le tour dès demain? Posons-nous cette question. Chers amis, en lieu et place de la persécution, de l'intimidation, de la répression, le PPACI, à travers son président Laurent Gbagbo, a demandé un dialogue politique au pouvoir depuis le mois de février 2024. 2 courriers ont été adressés au Premier ministre à cet effet, et ce que nous avons récolté, c'est un refus, j'allais dire, méprisant. Un refus méprisant. C'est pourquoi nous disons que pour qu'il y ait véritablement des élections paisibles, transparentes, la seule manière, c'est d'engager dès maintenant un dialogue sincère avec tous les partis qui sont engagés dans la compétition, mais aussi avec la société civile. Chers amis, je vous ai dit tantôt que nous sommes dans une situation délétère, où l'environnement est trouble, où nous sommes persécutés. La seule manière de résulter, c'est de dire à nos camarades de rester vigilants, de ne pas se laisser intimider, d'être focalisés sur l'objectif final que nous sommes donnés. Il s'agit de l'inscription de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il s'agit de sa candidature en bonne et due forme. Donc, il s'agit d'élections inclusives. À cela, nous ajoutons toutes nos préoccupations qui concernent l'organisation d'élections justes, transparentes. C'est-à-dire la réforme en profondeur de la CEI, l'audit de la liste électorale, le dialogue, je l'ai indiqué, l'inclusivité de l'élection, je l'ai indiqué, mais l'engagement d'une révision de la liste électorale avant les élections de 2025. Notre proposition, notre position sur le 4e mandat, si c'est cela qui doit nous valoir des réprimandes, des répressions, des persécutions, cette position est non négociable. Cette position est non négociable. Nous appelons donc nos militants à la mobilisation pour défendre notre cause, qui est une cause noble et une cause nationale. Chers amis, je vous remercie. Merci au président exécutif pour cette introduction, le propos liminaire. Nous allons passer à la série des questions-réponses. Nous vous demandons, amis de la presse, vous présentez votre organe avant de poser votre question. Ceci dit, de limiter vos questions à une seule intervention pour que tout le monde puisse participer et puis surtout que les questions posées restent dans le cadre de cette conférence. Je vous remercie. Merci. Ça marche? Oui. Bonjour, Pierre Donadieu de l'agence France Presse, AFP. Est-ce qu'on a des détails sur les motifs des arrestations du ministre Lida Kwasi et de l'ambassadeur? Merci beaucoup. On prend 3 questions, les conférenciers y répondent et on revient.
Bonjour, c'est du côté. Est-ce que tous ceux qui ont été le ministre d'État et l'ambassadeur Koné Amouaka vont-ils passer devant la justice? Est-ce qu'ils ont été passés devant la justice? Et c'est pour quand? Merci bien. Bon, on va répondre à la première série. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les motifs de leur arrestation, merci beaucoup. Non seulement on va vous donner les motifs de leurs arrestations tels que révélés par les avocats, mais en plus, on va vous donner les conditions de leur arrestation. Parce que pour nous, ce sont les deux relèves de ce qu'on peut appeler, ce que tout à l'heure disait le président exécutif, l'arbitraire. Les motifs, selon nos avocats, on leur reproche d'être les instigateurs des événements qui ont eu lieu le 1er août à Yopougon. Et qu'ils auraient été cités par les premières personnes qui ont été arrêtées. Or, il se trouve que ces premières personnes, nous ne savons même pas où elles sont. Donc, puisqu'elles n'ont jamais été assistées d'avocats, à partir du moment où nous ne savons pas où elles sont, au PPAC, nous les considérons comme ayant été prises en otage. Dès lors que vous êtes pris en otage, les aveux recueillis d'un otage ne peuvent pas produire des effets de droit, puisqu'on ne sait pas où ils sont. Je voudrais rappeler en Côte d'Ivoire, et c'était mentionné sur la convocation qui a été adressée à nos deux camarades, c'était clairement mentionné qu'ils pouvaient se faire assister de leur avocat. Ils sont des prescriptions du Code de procédure pénale en Côte d'Ivoire, que tout le monde connaît. Il se trouve que ceux qu'ils ont arrêtés et dont nous ignorons totalement, parce que nos avocats font les recherches pour savoir où ils sont, les localiser, nous ignorons où ils sont, pour nous ce sont des otages. Et dire que c'est la base de leur déclaration qu'on accuse des hautes personnalités de notre parti, cela relève tout simplement de la torture. Et ça nous permet donc de répondre à la question, enfin du moins de dire quelques mots sur les conditions de leur arrestation. Ils ont eu des convocations et ils devaient comparaître devant, du moins se faire entendre devant, comment on appelle ça, à la préfecture de police. Et évidemment, nos avocats se sont allés à la préfecture de police pour soulever des exceptions de droit qui empêchent normalement nos deux camarades d'être entendus par des policiers. L'un est un ancien ministre, l'autre un ancien ambassadeur, et il y a la loi de 2005 qui encadre les procédures engagées contre ces personnes. Malgré ces exceptions qui ont été soulevées et qui sont tout à fait justifiées, le procureur de la République a tenu vaille que nos militants, nos camarades soient entendus. Finalement, c'est à 22 heures qu'ils seront, on va commencer leur audition, qu'ils vont être amenés à la préfecture de police.
à partir de 22 heures. Nous nous sommes rendus là-bas. On nous a même empêché d'avoir accès à l'enceinte de la préfecture de police. Nous étions une bonne trentaine de cadres qui sont allés rapporter nos soutiens parce qu'on ne convoque pas quelqu'un qui ne va pas à un tribunal la nuit. Donc on s'inquiétait. Qu'est-ce qu'on allait faire d'eux? On nous a même empêché d'avoir accès à la préfecture de police. Un impressionnant dispositif policier a été déployé la nuit à cet effet. Nous sommes restés tout le long de la route, de l'autoroute qui va à Bobo, jusqu'à pratiquement 2 heures du matin. Et sur conseil de nos avocats, nous avons, puisque apparemment on était convaincus que ces auditions allaient se terminer jusqu'au petit matin, au moins, au plus tôt. Et finalement, nous sommes rentrés. Et depuis ce temps, jusqu'à ce que le lendemain, à 15 heures, nos camarades n'avaient pas mangé. Ils n'avaient pas mangé. C'est le minimum qu'on puisse demander, donner à quelqu'un, ils n'avaient pas mangé. C'est à 15 heures que nous avons pu leur envoyer quelque chose à manger. 15 heures hier à 15 heures. Et donc, de 22 heures jusqu'à 15 heures, ils étaient encore dans ces conditions. Et les auditions sont finies vers 17 heures. Ils étaient en train de signer les PV et on espérait que nos camarades devaient être libérés. Nous sommes déportés là-bas pour essayer de les accompagner. Et malheureusement, chemin faisant, on nous a informé qu'ils ne seraient pas libérés et que leur garde à vue se prolongeait. Donc pour nous, quand l'un mis dans l'autre, il s'agit tout simplement d'une torture injustifiée infligée à nos camarades. Or, nous pensons que dans un pays normal, la justice ne peut pas être un instrument de torture. La justice qui règle et qui rectifie le comportement des uns et des autres ne peut pas, elle aussi, se mettre à se comporter de façon irrégulière et de cette façon-là. Et ça, nous tenons à le relever. Nous avons parlé des motifs, mais voici les conditions dans lesquelles ont été entendus et sont encore détenus nos camarades à la préfecture de police. Est-ce qu'ils ont été présentés devant le juge? Non. Ils ont été écoutés, entendus par les officiers de police judiciaire, c'est-à-dire les officiers de la DST, parce que c'est ce qu'on nous a été rapporté, que c'est les agents de la direction de la surveillance du territoire qui les a interrogés. Et donc, c'est les officiers de police judiciaire. Et pourtant, nous venons de dire que, conformément à la loi, ils n'ont pas cette compétence-là par rapport aux personnes, à la qualité des personnes qui sont poursuivies. Donc, pour le moment, ils n'ont pas encore été devant un juge. Donc, ils ne sont pas inculpés. On ne sait pas quelles sont les charges qui sont retenues contre eux, qui sont du moins qu'on leur impute, puisqu'ils ne sont pas encore passés devant un juge. Ils sont pour le moment encore en garde à vue. Voilà les précisions que nous voulions donner. D'autres questions? Tout est clair? C'est bon? Ok. Allez. Monsieur le président exécutif. Bien. Donc, chers amis, nous vous avions appelé pour vous donner cette information. Pour dire que depuis un certain temps, les militants de notre parti sont persécutés. Avec des militants d'autres partis, bien entendu, mais nous sommes les plus persécutés dans ce pays. Et cela remonte depuis 2011, pour être plus gentil, sinon 2002, depuis qu'il y a eu la crise. Nous sommes dans cette persécution permanente. Les élections 2025 arrivent. Nous voulons que ces élections soient des élections paisibles, fraternelles, transparentes, inclusives et rigoureuses, sincères. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo et son parti
se battent tous les jours. Nous donnons nos préoccupations, qui font que si ces préoccupations ne sont pas prises en compte, on n'est pas sûr que ces élections vont être des élections crédibles. Nous-mêmes, nous ne sommes pas inscrits sur la liste électorale. Le président Gbagbo, je parle de lui. Il y a des conditions que vous savez, et nous continuons à nous battre pour cela. Hier, il arrive la candidature anticonstitutionnelle. Nous disons que pour le respect de notre nation, pour le respect de notre constitution et pour le respect des Ivoiriens, ça n'est pas possible. Et qu'il faut mettre de côté cette candidature anticonstitutionnelle. La violation a eu lieu en 2020. On ne peut pas avoir une réviolation. Il est bon qu'aujourd'hui, on s'asseye et qu'on revienne à de meilleurs sentiments pour que les choses se mettent en place tranquillement. Nous avons ajouté à cela toutes nos revendications concernant l'organisation d'élections justes, transparentes, équitables, inclusives, apaisées et crédibles. C'est dans cette vision que nous sommes. C'est pour cela que nous nous battons. Et c'est pour cela que nous continuerons à nous battre. Et quand nous sommes nés de la lutte continuera. Le message, il est lancé, mais c'est de redire à nos camarades qu'il faut être vigilant, qu'il ne faut pas se laisser intimider, qu'il ne faut pas se laisser distraire, qu'il faut être mobilisé. Parce que c'est de notre mobilisation dépendra des résultats que nous voulons avoir, pour la Côte d'Ivoire, bien entendu. Un dialogue politique permanent, un dialogue politique sincère, ce serait bien pour la Côte d'Ivoire. Nous appelons ce dialogue de tous nos voeux et nous pensons que le pouvoir peut l'accepter parce qu'il est de la responsabilité du chef de l'État de créer les conditions pour que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire, un pays de cohésion, un pays de paix, un pays de dialogue, un pays harmonieux, pour que nous soyons tous dans la perspective d'une nation prospère. Je vous remercie. Merci, président exécutif. Mesdames et messieurs, amis de la presse, nous arrivons au thème de cette conférence de presse. Le PSCI tient à vous remercier pour votre rigueur, l'attention portée à cette actualité politique majeure.